1974. Au milieu de l'océan Pacifique, loin des regards du monde, l'une des opérations les plus secrètes et audacieuses de la guerre froide est sur le point d'entrer dans sa phase décisive. Son nom de code, le projet Azorian. Son but, ce que beaucoup jugeraient impossible, remonter des abysses une épave de grande valeur stratégique. Mais cette mission n'a rien d'ordinaire, et l'objet de convoitise non plus. Il s'agit d'un sous-marin soviétique perdu des années auparavant, le K-129. Imaginez un sous-marin soviétique capable de transporter des missiles nucléaires qui disparaît mystérieusement au plus profond de l'océan. Les Américains le voient comme un trésor caché qui pourrait bouleverser l'équilibre fragile de la guerre froide. Ce n'est pas simplement une épave à récupérer, mais une mine d'or en termes de secrets militaires, des technologies, des codes et peut-être des informations sur la stratégie nucléaire soviétique. Pourquoi un tel projet, aussi risqué que coûteux, aurait-il été lancé ? La réponse se trouve au milieu de cette guerre invisible qui se joue alors entre les deux superpuissances mondiales. Une guerre d'espions et de technologie. Et ce sous-marin perdu en est le cœur. Le projet Azorian est sur le point de dévoiler ses secrets, mais tout ne se déroulera pas comme prévu. Les années 60 et 70 sont marquées par une tension extrême entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est une époque où la course à l'armement atteint des sommets et où chaque mouvement est scruté et analysé. Si les deux superpuissances ne s'affrontent pas directement sur le champ de bataille, elles se livrent une lutte acharnée dans les coulisses via leurs services de renseignement et leurs avancées technologiques. Dans ce contexte, les sous-marins deviennent des atouts essentiels. Ils sont difficilement détectables et sont capables de lancer des missiles avec des têtes nucléaires depuis n'importe quel endroit du globe. En fait, ils représentent un élément clé dans la doctrine de dissuasion nucléaire des deux camps. Le K-129, un sous-marin soviétique, fait partie de cette flotte stratégique. En mars 1968, il disparaît mystérieusement dans le Pacifique Nord. Le naufrage du K-129 est entouré de mystères, aucune communication d'urgence, aucun signal de détresse, un silence total. Alors que l'Union soviétique lance une vaste opération de recherche, les jours passent et les espoirs de retrouver le sous-marin s'amenuisent. Mais comment un sous-marin aussi avancé pour son époque a-t-il pu disparaître si soudainement ? Les hypothèses ne manquent pas, une explosion interne, une défaillance technique, voire une collision avec un sous-marin américain comme le USS Swordfish, présent dans la région à la même époque, mais sans preuve, difficile de donner une vraie conclusion. Pendant ce temps, les Américains, conscients de l'importance stratégique du sous-marin, agissent dans l'ombre. Grâce à un système de capteurs acoustiques déployé dans l'océan pour détecter les mouvements sous-marins, ils localisent l'épave à plus de 5000 mètres de profondeur. Une profondeur qui, à l'époque, semble insurmontable. Mais pour la CIA, cela représente un trésor inestimable. Le K-129 contiendrait non seulement des missiles balistiques et des torpilles, mais aussi des informations vitales. Des codes de lancement, des systèmes de communication secrets et de manière générale, une vision sur la technologie de l'URSS. Tout cela est susceptible d'être trouvé. Récupérer ce sous-marin permettrait alors aux États-Unis d'obtenir une avance stratégique dans la guerre froide. Et la décision est prise. Il faut tenter l'impossible. Le projet Azorian entre alors dans sa phase de planification. La mission est à la fois ambitieuse et risquée. Il s'agit de récupérer une épave à des profondeurs où l'homme n'a jamais tenté une telle opération. Mais pour ça, il faut un navire spécial, capable de descendre une structure de récupération jusqu'à 5000 mètres sous l'eau, et suffisamment discret pour ne pas éveiller les soupçons des soviétiques. La CIA commence à créer une couverture pour l'opération, ils utilisent le prétexte d'un forage minier en eau profonde qui servirait à dissimuler le projet et les futures opérations en mer. Les risques techniques pour une telle opération sont extrêmement élevés. À ce moment-là, la probabilité de succès est estimée à 10% à peine. Malgré le faible taux de réussite, les États-Unis décident de tenter le coup et continuent le projet. Un richissime homme d'affaires appelé Howard Hughes est secrètement contacté par le gouvernement américain. Le but ? Les aider à faire construire un navire qui serait utilisé pour extraire le sous-marin soviétique. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise deux mots à propos de ce personnage. Howard Hughes, c'est avant tout une personnalité excentrique et une figure marquante de l'industrie américaine du XXe siècle. Il passe d'industriel de l'aéronautique à producteur de films à succès et également de pionnier dans l'aviation. Howard a bâti un empire à coups d'innovation dans des secteurs totalement différents. Et il est souvent guidé par son besoin de tout contrôler et cherche tout le temps à dépasser les limites techniques imposées par son époque. La CIA voit donc en lui un partenaire idéal pour le projet Azorian. Sa réputation d'inventeur de génie et son réseau dans l'industrie le rendent parfait pour concevoir un navire capable de mener une mission aussi improbable. Mais plus important encore, Howard est connu pour son penchant pour le secret et son attrait pour les projets hors du commun, ce qui en fait de lui un acteur précieux pour une opération de cette ampleur. Via sa société, il donne son accord pour financer et superviser la construction de ce navire. C'est là que le Glomar Explorer entre en scène.
Un bateau qui de l'extérieur a une apparence tout à fait normale, mais qui est au fait un mastodonte technologique, équipé de pinces mécaniques géantes qui se trouvent sous la coque du bateau. Elles sont conçues spécifiquement pour cette mission unique. Ces sortes de griffes géantes doivent être capables de s'accrocher à l'épave du sous-marin pour le ramener à la surface. Les défis techniques sont juste immenses. La pression à 5000 mètres est écrasante et le risque de défaillance sont multiples. Mais pour les États-Unis, l'enjeu en vaut la peine. Le secret de l'opération est maintenu avec une rigueur extrême, car la moindre fuite pourrait déclencher un incident international avec l'Union soviétique. Si l'URSS découvrait que les Américains tentent de récupérer un de leurs sous-marins, cela pourrait engendrer une escalade dangereuse dans la guerre froide. Juillet 1974. Après des années de préparation minutieuse et des millions de dollars investis, le Glomar Explorer se trouve enfin sur le site où repose l'épave du K-129. Pour les ingénieurs, les agents de la CIA et l'équipage à bord, c'est le moment de vérité. Le succès ou l'échec de cette mission dépend de ce qui va se passer dans les jours à venir. L'atmosphère à bord est électrique, tous savent qu'ils participent à l'une des opérations les plus secrètes de la guerre froide. Chaque geste compte, chaque erreur pourrait non seulement compromettre des années d'efforts, mais aussi exposer l'opération aux yeux du monde entier, en particulier à ceux de l'Union soviétique. Le silence est presque pesant, interrompu seulement par les bourdonnements constants des machines. Le Glomar Explorer entame la phase la plus délicate, la descente de l'énorme griffe, conçue pour agripper les restes du sous-marin soviétique 5000 mètres plus bas. Le moindre défaut mécanique pourrait être fatal à la mission. La descente est incroyablement lente, pendant des heures, la griffe plonge dans l'obscurité totale, traversant des couches d'eau glaciale et se rapprochant progressivement du fond de l'océan. À cette profondeur, la lumière du soleil est inexistante, et les images qui remontent des caméras embarquées sont troubles et granuleuses. Chaque minute semble s'étirer à l'infini pour les équipes à bord qui suivent anxieusement l'avancée sur les écrans. Tous retiennent leur souffle. Finalement, après une attente interminable, la griffe atteint son objectif. Le K-129 est en vue, les ingénieurs à bord surveillent chaque détail, amorcent la manœuvre la plus délicate, saisir fermement l'épave. L'opération doit être exécutée avec une extrême précision, car l'épave est fragile, endommagée par des années passées sous l'eau. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Les systèmes de récupération fonctionnent parfaitement, et lentement, très lentement, la griffe commence à remonter le sous-marin vers la surface. Les heures passent et la tension monte. Les membres de l'équipe savent qu'à tout moment, une défaillance technique pourrait survenir. Malgré cela, l'optimisme commence à croître. Après tant de préparatifs, tant de travail acharné, il semble que l'opération soit en bonne voie pour réussir. Puis soudainement, le drame frappe. À mi-chemin de la remontée, un bruit sourd résonne dans les profondeurs, suivi d'une série de secousses inquiétantes. Sur les écrans de contrôle, les images montrent une catastrophe en train de se produire. Une partie de l'épave se brise. Cette section cruciale du sous-marin, qui contenait des éléments stratégiques, retombe dans les abysses. À bord du Glomar Explorer, le silence est lourd et oppressant. Les ingénieurs et les agents de la CIA comprennent immédiatement la gravité de ce qui vient de se produire. Des mois de travail acharné viennent d'être réduits à néant en quelques secondes. Mais il n'y a pas de place pour la panique. L'équipe se reprend rapidement, bien que la perte soit colossale, il reste une partie du sous-marin dans la griffe. Il faut sauver ce qui peut l'être. Au bout de quelques heures, la pince articulée arrive enfin au niveau du navire. Alors après cet incident, qu'est-ce que les Américains réussissent à récupérer ? Eh bien une seule partie de l'avant du sous-marin soviétique a été récupérée. Son contenu par contre reste extrêmement flou, car un grand nombre d'informations restent à ce jour encore classifiées. En revanche, en 2010, la CIA a déclassifié une partie de l'opération, confirmant certaines informations comme la récupération partielle de l'épave et les corps de 6 marins soviétiques. Mais les détails sur le contenu exact trouvé lors de l'opération restent obscurs. D'après certaines sources, 2 torpilles nucléaires, des équipements de cryptographie, ainsi que divers documents militaires étaient présents dans la section récupérée. Mais tout ça reste fortement spéculatif. Concernant les corps des 6 membres de l'équipage soviétique, ces dépouilles, récupérées dans des conditions tragiques, sont traitées avec dignité. Une cérémonie discrète est organisée à bord du Glomar Explorer. Enveloppés dans des draps, les marins soviétiques sont inhumés en mer, là où ils reposaient depuis des années. L'événement est filmé, mais les images resteront classifiées pendant des décennies. Bien que la CIA ait espéré remonter une portion plus significative du sous-marin, la mission, bien que partielle, n'est pas considérée comme un échec complet. Certains estiment que cette récupération a permis d'obtenir des informations vitales sur le système d'armement soviétique. D'autres, en revanche, pensent que les résultats ont été nettement plus modestes que prévu. Selon la version officielle, les données récupérées étaient limitées, mais comme dit avant, de nombreux détails restent encore classifiés. En juin 1974, le siège de l'entreprise de Howard Hughes à Los Angeles est cambriolé. Pour rappel, Howard est l'homme d'affaires dont je vous parlais plus tôt, celui qui a aidé au projet Azorian. Et parmi les documents volés, se trouve un document confidentiel dans lequel la CIA sollicite justement l'aide de Howard pour la construction du navire de récupération.
Bien que l'origine exacte de la fuite reste inconnue, des journalistes obtiennent des informations et le Los Angeles Times publie un premier article sur le projet Azorian en février 1975. Le directeur de la CIA de l'époque, William Colby, tente de limiter la diffusion, mais c'est trop tard, la fuite s'étend. Elle s'étend à tel point qu'on en parle largement à la radio et à la télévision. Complètement dépassé, le président Gerald Ford réunit ses conseillers. Son secrétaire à la défense lui recommande de reconnaître publiquement les faits, tandis que des conseillers suggèrent d'éviter toute réponse officielle pour ne pas pousser Moscou à réagir. Les États-Unis se contentent alors de confirmer à demi-mot l'opération en assurant à l'ambassadeur de l'URSS aux États-Unis que les corps récupérés ont reçu des funérailles militaires et surtout promettent de ne plus toucher au reste de l'épave. Le mystère plane toujours sur ce qui est resté dans les profondeurs, qu'abritaient vraiment les sections du sous-marin restées dans les abysses, et quelles découvertes n'ont jamais été révélées au public. Le projet Azorian est devenu avec le temps une légende dans le monde du renseignement. Certains le considèrent comme l'un des plus grands coups d'espionnage de la guerre froide, d'autres comme un exemple d'une opération risquée et partiellement échouée. Mais au-delà de ces perceptions, l'impact technologique de cette mission est indéniable. Les technologies sous-marines développées pour cette opération ont ouvert la voie à de nouvelles méthodes de récupération en haute mer, des innovations qui continuent d'avoir des applications encore aujourd'hui. Mais c'est aussi un rappel des limites de la puissance humaine face à la nature. Malgré toutes les ressources, tous les efforts, une grande partie du K-129 est toujours enfouie dans les profondeurs de l'océan. Le projet Azorian, aussi ambitieux et audacieux fut-il, n'a pas livré tous ses secrets. Une grande partie du sous-marin et de son histoire reste à jamais engloutie dans les profondeurs. Quant à la seconde partie, les autorités américaines ne semblent pas avoir la volonté de fournir plus d'informations. Les restes du K-129 continuent de reposer là, à des kilomètres sous la surface, dans le silence des abysses. Et peut-être que comme tant d'autres mystères, il est destiné à rester à jamais hors de notre portée.